Lors de l'échange de cadeaux de Noël en famille, j'ai donné à mon frère une enveloppe scellée, 3 mois de loyer payé. Il l'a ouverte, a regardé autour de lui et a dit, essaie de compenser le fait que cette famille n'a pas besoin de lui. Toute la pièce a éclaté de rire, sauf moi. J'ai juste repris l'enveloppe et j'ai dit, bon à savoir. 10 minutes plus tard, toute la famille criait, s'il vous plaît, écoutez-nous. J'avais remis à mon frère une enveloppe scellée remplie de 2400 $ en espèces, 3 liasses de centaines bien propres, attachées avec un trombone et organisées, assez pour couvrir son loyer pendant les 3 prochains mois. Je n'y avais pas mis de carte, pas de message, juste de l'argent. Je pensais qu'il comprendrait. Il l'a ouverte nonchalamment, comme s'il savait déjà que ça venait de moi et que ça ne valait pas la peine de se précipiter. Il a sorti les billets, a haussé les sourcils, puis a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, essaie de compenser le fait que cette famille n'a pas besoin de lui. Rire, de vrai rire, franc et massif. Mon père a applaudi, ma mère a gloussé et s'est couvert la bouche, ma tante Sharon a même sifflé. Quelqu'un a murmuré sauvage entre ses dents et je suis resté là, à les regarder, tenant une tasse de café vide, me demandant pourquoi j'avais pris la peine de venir. Personne n'a dit merci, pas même un simple B, ça aide. Jake n'a même pas reconnu ce que c'était. C'est comme si 2700 $ tombaient du ciel pour des gens comme lui. Il a 23 ans, pas de travail, pas de CV, il passe ses journées à dormir, à jouer ou à faire semblant de postuler à des emplois. Mes parents l'appellent un éclosion tardive, je l'appelle un dépendant professionnel. Je me suis penché, j'ai retiré l'enveloppe de sa main, l'ai glissée dans la poche de mon manteau et j'ai dit, bon à savoir. C'était tout, juste 3 mots, mais l'atmosphère a changé immédiatement. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton de mise en sourdine de la fête. Les assiettes ont cessé de cliqueter, plus de rire. Je n'ai pas crié, je n'avais pas l'air en colère, je me suis juste levé et j'ai commencé à mettre mon manteau. Maman a été la première à briser le silence, Oliver, ne fais pas ça, c'était une blague. Puis papa est arrivé, allez, il ne voulait rien dire, assieds-toi, mange quelque chose. Ensuite, les tantes ont renchéri, ne gâchons pas Noël, tu prends ça mal, tu sais comment est ton frère. Oui, je sais, c'est ça le problème. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà à bout depuis des mois. Je couvrais leur loyer, leurs courses, leurs factures. Chaque excuse, de la prétendue blessure au dos de papa à la soudaine pause de carrière de maman, se terminait par moi envoyant de l'argent pour les maintenir à flot. Et pas une seule fois quelqu'un n'a vérifié si j'allais bien. Ils supposaient juste que je continuerais à me présenter, à payer, à être le responsable. Et pendant qu'Amanda passait Noël avec sa famille dans le Vermont, j'étais ici, en train de me faire rire au nez pour avoir trop donné. Alors je leur ai dit aussi clairement que possible que c'était le dernier mois où je paierais leurs factures. À partir du mois prochain, Jake devrait se débrouiller seul pour couvrir son loyer. Je n'étais plus intéressé à jouer le banquier de la famille. C'est alors que les cris ont vraiment commencé. Tout le monde avait quelque chose à dire, que j'étais dramatique, que je regretterais ça, que c'était juste une stupide blague et que j'avais besoin de me blinder. Je n'ai pas élevé la voix, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas expliqué. Je suis juste sorti et j'ai laissé la porte ouverte derrière moi. Il n'y a pas eu de claquement dramatique, pas de dernier regard, juste l'air froid et la réalisation tranquille que quelque chose avait finalement et complètement craqué. Je pensais que quitter l'échange de cadeaux de Noël serait la chose la plus difficile. Il s'est avéré que c'était la chose la plus facile que j'avais faite depuis des années. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Appel manqué, long SMS, note vocale pleine de culpabilité. Ma mère est passée en mode performance complète, tu as embarrassé ton frère à Noël, cette famille en a traversé beaucoup, tu as toujours été celui sur qui nous pouvions compter. Elle n'a même pas reconnu l'enveloppe ou le fait que Jake m'ait insulté devant tout le monde, elle est juste passée directement à la partie où j'étais le problème pour avoir réagi. J'ai ignoré tout ça, j'ai laissé ça traîner sans lire. Le deuxième jour, ils sont devenus plus directs. Ton père essaie de te parler comme un homme, a-t-elle écrit. Ne le rejette pas. Alors je suis allé dîner chez eux. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je me suis dit que je les laisserais dire ce qu'ils avaient à dire pour que je puisse dire le mien. Jake était exactement comme je m'y attendais. Les yeux vitreux fixés sur son téléphone, pas un seul mot. Maman a essayé de jouer l'hôtesse, faisant comme si c'était Thanksgiving et non une réunion de contrôle des dégâts. Mon père a fait une tentative bizarre de parler du marché boursier, ce qui était hilarant vu que je payais leurs factures d'électricité depuis 3 mois.
Après le dîner, il a finalement laissé tomber la comédie et a commencé à parler de perspective, de la façon dont l'argent complique les choses, de la façon dont il était désolé si les choses avaient dégénéré. Puis est venu le discours, pas des excuses, un discours. Si tu pouvais juste nous aider à passer le mois de février, nous aurons les choses réglées. J'ai une piste pour un travail, j'ai que pense à suivre un cours, c'est juste un mauvais timing, c'est tout. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'aucun d'entre eux n'avait compris. Je leur ai dit que ce n'était pas une question d'une seule enveloppe, je leur ai dit que je couvrais leurs factures, que je réparais leur voiture, que je remboursais les chèques sans provision de GEC depuis 2 ans, et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Moquerie, rejet. Ils se sont moqués de moi pour avoir fait ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait faire. GEC a finalement levé les yeux et a murmuré quelque chose comme « Personne ne t'a demandé de le faire ». J'ai ri une fois, puis je me suis levé et je leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour trouver comment fonctionner comme des adultes. Maman a commencé à pleurer, papa a dit que je réagissais de manière excessive, GEC est retourné à son téléphone. J'ai laissé mes clés sur la table dans le couloir et je n'ai pas dit au revoir. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS de maman, le loyer est dû dans 5 jours, s'il te plaît, envoie ce que tu peux. Je leur ai envoyé $1 par Venmo. Légende, plus que ce que je peux me permettre. C'était la dernière fois que je leur envoyais quoi que ce soit. Pendant les premiers jours, c'était calme. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant avec un chèque et des excuses comme toujours, mais je ne l'ai pas fait. J'en avais fini. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'Amanda et moi vivions ensemble depuis novembre. Rien de dramatique, juste 2 personnes qui aimaient être ensemble. La famille d'Amanda ne savait pas grand-chose de moi au-delà de quelques bonjours lors des rassemblements. J'étais poli, discret, personne de spécial, mais cela a changé après Noël. Le père d'Amanda m'a appelé à l'improviste pour l'aider à réparer des étagères dans leur garage. J'y suis allé surtout parce que je n'avais rien de mieux à faire et en partie parce que j'aime bien le type. Nous avons passé quelques heures à travailler dans le froid, à parler d'outils et de vieilles voitures. Rien de profond, mais il m'a demandé si je voulais rester dîner, alors je l'ai fait. Ce dîner s'est transformé en 3, puis en une visite de week-end, puis en une invitation spontanée au brunch du Nouvel An de sa cousine. Et c'était la chose la plus étrange. J'étais juste traité comme une personne, pas comme un distributeur automatique de billets, pas comme quelqu'un à culpabiliser ou à utiliser. La famille d'Amanda écoutait réellement quand je parlais. Ils me posaient des questions sur mon travail, mes loisirs, la musique que j'aimais. La mère d'Amanda m'a demandé si j'aimais le pain aux bananes, puis en a préparé le lendemain parce que je l'avais mentionné une fois. Tout était si normal, si facile, et d'une manière étrange, j'avais l'impression d'avoir été un invité dans ma propre vie jusque-là. Le soir du Nouvel An, nous étions assis autour de la cheminée des parents d'Amanda, à boire du vin bon marché et à parler de mauvais premiers rendez-vous, quand j'ai reçu un SMS de GEC, tu peux me dépanner de $400 pour une nouvelle télé, la nôtre est cassée. Pas de bonjour, pas d'espoir que tu ailles bien, juste une demande, comme si rien ne s'était passé. J'ai envoyé $1 avec comme légende, ça devrait suffire. Je n'ai jamais eu de réponse. C'était la dernière fois que j'avais des nouvelles de l'un d'eux. Durant la 2e semaine de janvier, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Pas d'appel, pas de SMS, pas de demande d'aide inattendue. C'était presque déstabilisant. J'étais tellement habitué à ce qu'on s'appuie sur moi ou qu'on s'immisce dans ma vie que leur silence ressemblait au calme avant la tempête. Puis, un soir, on a frappé à la porte. Il était environ 20 heures, il gelait dehors, et il y avait mon père. Pas de SMS, pas d'avertissement, juste là, debout dans un coupe-vent comme s'il était encore normal qu'il se pointe chez moi quand il en avait envie. Il n'a pas demandé si c'était le bon moment, il n'a même pas attendu une invitation à entrer. Il m'a dépassé dans l'appartement comme si c'était encore le sien, comme si nous étions revenus à l'époque où je vivais sous son toit au lieu de le renflouer de son hypothèque tous les 2 mois. Amanda n'était pas à la maison, heureusement. Elle était sortie avec sa sœur et je n'étais pas prêt à ce qu'elle voie à quoi ressemblait cette partie de ma vie en personne. Il ne s'est pas assis, et juste resté debout au milieu de la pièce et a dit, « Je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Je me suis adossé au mur et j'ai attendu. Il est allé droit au but. Ils avaient 2 mois de retard sur la maison, la société hypothécaire appelait, il y avait un avis final scotché à la porte ce matin-là. Il a dit qu'ils avaient besoin de $8 000 pour se mettre à jour et arrêter la procédure de saisie. Je n'ai rien dit. Il a commencé à donner des justifications. Il a dit qu'il cherchait du travail, que le dossier d'invalidité était toujours en suspens,
que Jake traversait une période difficile, mais qu'il avait l'intention de se reprendre en main. J'ai posé une question, où est Jake en ce moment? Il a regardé le sol et a dit, dans sa chambre, en train de jouer, bien sûr. Puis il a dit, écoute, je sais que nous ne l'avons pas toujours montré, mais nous apprécions tout ce que tu as fait. Ce n'est pas facile à demander, mais si nous perdons la maison, ta mère, ça la brisera. Je lui ai dit que j'étais désolé, je l'étais vraiment, mais je ne leur prêtais rien, ni $8 000, ni $800, ni 8. Il m'a regardé comme s'il ne pouvait pas comprendre, comme si c'était un test et que je donnais la mauvaise réponse. Il a dit, alors, c'est tout, tu vas juste laisser ta famille se noyer. Je lui ai dit que je ne laissais personne se noyer, que c'était moi à qui il s'accrochait alors qu'il refusait de nager, et que j'en avais fini d'être le radeau de sauvetage. Il s'est tu, puis il a dit la chose qui a tout scellé. J'aurais dû savoir que tu tournerais le dos quand les choses deviendraient difficiles. C'est alors que j'ai ouvert la porte et que je lui ai dit qu'il devait partir. Il n'a pas discuté, et juste sorti sans dire un mot de plus. Le lendemain, j'ai reçu un message de groupe de ma mère. C'était l'un de ces textos de masse qu'elle envoyait quand quelque chose de mauvais se produisait. Bonjour la famille, nous sommes un peu en crise et nous essayons de réunir des fonds pour sauver la maison, toute aide, même minime, est la bienvenue, merci et que Dieu vous bénisse. Je l'ai lu 3 fois, attendant quelque chose, n'importe quoi, qui ressemble à une prise de responsabilité. Il n'y en avait pas. Quelque temps on renchérit avec des offres, nous pouvons aider avec $100, faites-nous savoir ce dont vous avez besoin, nous envoyons des prières. Je suis resté silencieux. 3 jours plus tard, Jake m'a envoyé un texto, et, les choses vont mal, je vends mon PC et j'essaie de réunir ce que je peux, tu peux aider à couvrir le reste, tu seras remboursé, je le jure. Pas de salutation, pas d'excuses. J'ai répondu par un mot, non. Il a rétorqué immédiatement, alors, tu vas sérieusement nous laisser perdre la maison, waouh. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire que je n'avais pas déjà dit? Chaque mot ressemblait à du carburant pour plus de culpabilité, plus de manipulation. Ce week-end-là, Amanda et moi sommes allés au dîner d'anniversaire de son cousin. Sa famille avait commencé à m'inviter à tout, rassemblement décontracté, brunch, courses aléatoires. Son père m'a même demandé de l'aider à construire un nouvel établi dans le garage. Sa mère m'a pris à part avant le dîner et m'a dit, tu es bon pour elle, j'espère que tu sais que nous sommes heureux de t'avoir dans les environs. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas vraiment confiance pour parler. Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un autre message de ma mère. Juste un lien vers une page GoFundMe avec une photo de notre maison et un objectif de $8 000. La description disait, difficultés imprévues, veuillez nous aider à garder notre maison, toute somme est la bienvenue. Il n'y avait aucune mention de Jake, aucune mention d'année de mauvaise gestion, aucune mention de moi. J'ai cliqué sur le bouton de don, j'ai tapé $1 et j'ai cliqué sur envoyer. Anonyme, sans note, et j'ai finalement eu l'impression de commencer à respirer. Février est venu et reparti sans un seul mot de leur part. Pas de texto, pas d'appel, pas de mai. Le GoFundMe s'est tranquillement arrêté à $740. J'ai vérifié 1 ou 2 fois de plus, par curiosité plus que par inquiétude. Il y avait des commentaires de personnes dont je me souvenais vaguement, un ancien collègue de ma mère, un ancien voisin du quartier où j'ai grandi. Tous disaient des choses comme « Je prie pour votre famille et j'espère que vous vous en sortirez ». Pas un seul n'a mentionné l'enfant chéri, pas un seul n'a demandé pourquoi Jake n'aidait pas, pourquoi le fils adulte qui vivait toujours à la maison n'avait pas vendu sa chaise de jeu coûteuse, ses baskets ou son sentiment de droit vieux de 10 ans. La maison n'a pas fait l'objet d'une saisie ce mois-là, ce qui signifiait que quelqu'un était intervenu. Peut-être un oncle, peut-être l'une des tantes. Je ne me souciais pas assez de le découvrir. J'étais passé à autre chose, du moins c'est ce que je me suis dit. Mais il y avait encore de petits échos. Amanda et moi étions chez le frère d'Amanda un week-end, à les aider à peindre une chambre d'enfant, quand j'ai vu une notification sur mon téléphone, un message d'un numéro inconnu, je t'ai vu avec la famille d'Amanda, bien à l'aise là-bas. Tu nous as déjà oubliés? Je l'ai fixé pendant une longue minute avant de le supprimer. Pas de réponse, ça ne valait même pas la peine de dépenser de l'énergie. La famille d'Amanda, d'un autre côté, continuait à me tirer vers elle, lentement, sans pression. Je venais réparer un robinet qui fuyait et son père me tendait une bière après, me parlait de travail, me parlait de sport. Sa mère a commencé à me demander d'apporter des plats au repas partage,
comme si j'avais toujours fait partie du cercle. Son petit cousin m'a demandé si je lui apprendrais à conduire en stick cet été. C'était subtil, mais c'était constant. Ils ne m'ont jamais rien demandé, ils ne se sont jamais moqués de moi, ils m'ont juste inclus. Un dimanche après-midi, le père d'Amanda m'a appelé directement, a dit qu'ils organisaient un petit barbecue, a voulu savoir si je pouvais aider avec le grill. Je me suis présenté et il m'a tendu les pinces comme si c'était un passage de témoin. Il n'a même pas demandé si je l'avais déjà fait, a juste supposé que je pourrais comprendre. Au milieu de l'après-midi, Amanda s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Tu vas bien ?» J'ai dit, « Oui. » Et je le pensais. C'était étrange de rester là à retourner des hamburgers, à rire avec des gens qui ne connaissaient pas l'ancienne version de moi. Ils ne connaissaient pas le type qui conduisait 1 heure toutes les 2 semaines pour réparer la plomberie de quelqu'un d'autre ou renflouer la dette de carte de crédit de quelqu'un d'autre. Ils ne me voyaient pas comme brisé ou amèrement responsable. Ils me voyaient juste. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière tentative de ma mère, un message qui disait « Tu peux nous aider à acheter une nouvelle télé ?» Juste une petite, la nôtre a finalement rendu l'âme. J'étais vraiment déprimé en ce moment. 400$ suffirait. J'ai fixé l'écran pendant un moment, puis j'ai envoyé $1. Légende, dit à Jake de prendre un livre. C'était tout. C'était la dernière fois que j'avais de leurs nouvelles. Pas même un merci, pas même un d'accord. Le silence, enfin, et pour une fois, il n'avait pas l'air d'une punition. Il avait l'air mérité. En mars, le silence de ma famille s'était transformé en quelque chose de permanent. Pas une guerre froide, plutôt une résignation silencieuse des deux côtés. Personne ne reprenait contact, plus de pics subtils de Jake, plus de voyages de culpabilité à moitié sincères de maman, plus de nouveaux numéros envoyant des textos avec de vagues menaces déguisées en inquiétude. Je pensais que je me sentirais seul, je ne l'ai pas fait. Amanda et moi nous installions dans quelque chose qui semblait enfin stable. Pas accent grave-l'œil, pas trop romantique, juste constant. Elle laissait de petites listes dans la cuisine, comme « N'oublie pas ton déjeuner » ou « Achète du lait » avec un dessin idiot d'une vache sur le côté. Je me suis retrouvé à attendre avec impatience des courses comme aller au marché fermier le samedi juste pour que nous puissions nous disputer sur quelles pommes étaient les meilleures. Ce n'était pas du love bombin ou des démonstrations théâtrales, c'était de petites choses réelles. Sa famille, cependant, c'est là que le changement a vraiment commencé à se faire sentir. C'est la mère d'Amanda, de toutes les personnes, qui a déclenché ça. Un dimanche après-midi, elle m'a demandé de venir plus tôt pour aider à installer les chaises pour la baby shower de sa cousine. J'ai supposé que c'était juste une histoire de préparation, mais elle m'a ensuite remis une liste de courses comme si j'avais déjà été adopté dans la chaîne logistique. Je n'ai même pas sourcillé, je l'ai juste fait. À un moment donné pendant la fête, j'ai remarqué le père d'Amanda en train de me regarder. J'ai pensé qu'il était peut-être en train de me jauger à nouveau, de vieilles habitudes, mais après que tout le monde soit parti et que nous étions en train d'enlever les décorations, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu sais, tu te débrouilles bien. J'ai vu beaucoup de gens craquer sous moins de pression. Il n'a pas élaboré, n'a pas dit ce qu'il savait ou ce qu'Amanda aurait pu lui dire, mais ça m'a marqué. Ce soir-là, je me suis retrouvé à faire défiler de vieux messages de ma famille. Rien de dramatique, juste en train de regarder, en essayant de me souvenir de ce que ça faisait d'être voulu seulement quand les choses tombaient à l'eau. Je n'ai répondu à aucun d'eux, j'ai supprimé le fil. Le prochain rebondissement est arrivé de façon inattendue. Amanda et moi étions sortis manger des tacos quand elle a mentionné avec désinvolture, « Au fait, ma cousine Julia nous a invités à la Maison du Lac le mois prochain. » J'ai fait une pause. La même qui ne se souvenait pas de mon nom les 4 premières fois que je l'ai rencontrée. Elle a ri. Ouais, mais maintenant tu es Oliver qui a réparé le grill, donc apparemment tu as été promu. Ça avait l'air inoffensif, juste un week-end décontracté, jusqu'à ce que le mari de Julia, Brian, me prenne à part ce vendredi soir au lac et dise qu'il voulait parler affaires. Il s'est avéré qu'il travaillait dans une petite entreprise qui avait besoin d'un chef de projet avec des compétences en informatique. Il ne savait pas grand-chose de moi au-delà de ce qu'Amanda lui avait dit, que j'étais fiable, organisé et pas un abruti, mais il était intéressé. Il a dit, tu n'es pas sur LinkedIn, ce qui est bizarre, mais les gens se souviennent de ce que tu leur as fait ressentir, ça compte plus. Je ne savais même pas que j'étais pris en considération pour quoi que ce soit. Nous avons parlé pendant 1 heure. À la fin du week-end, j'avais une offre provisoire, moins de déplacements, plus de flexibilité, un salaire plus élevé.
Amanda m'a trouvé assis sur le quai ce dimanche matin, en train de regarder l'eau. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, en train d'assimiler l'information. Parce que la vérité était que quelque chose dans tout cela ressemblait à du vol. Comme si je prenais quelque chose qui n'était pas destiné à moi, une famille qui n'était pas la mienne, une opportunité d'emploi qui m'était offerte autour de bière, une paix que je n'avais pas gagnée, du moins pas de la manière dont je définissais les choses auparavant. Je lui ai parlé de l'offre, elle a juste dit, je t'avais dit qu'il t'aimerait. La semaine suivante, ma mère a appelé. Première fois depuis des mois. Pas de message vocal, juste un appel manqué. Je l'ai laissé traîner. Puis un deuxième appel, suivi d'un SMS, on peut parler, rien de grave, juste parler une seconde. J'ai senti la vieille crispation, cet instinct de rendre les choses plus faciles, d'aplanir les choses, mais je n'ai pas rappelé. J'ai transféré le texto à Amanda, elle a répondu, ta vie est plus calme maintenant, garde-la comme ça. Elle avait raison. Plus je m'éloignais, plus tout devenait clair. Ils ne reprenaient pas contact parce que je leur manquais, ils reprenaient contact parce que quelque chose ne fonctionnait pas sans moi. Mais j'en avais fini d'être une fonction, une solution de repli, une transaction. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'échapper à quelque chose, j'avais l'impression d'être arrivé à destination. Avril a commencé avec le genre de paix qui me rendait méfiant au début. J'attendais sans cesse le prochain coup dur, la prochaine demande, la prochaine façon dont ils essaieraient de me ramener. Mais le téléphone est resté silencieux, la boîte de réception était vide. Le poids que j'avais l'habitude de porter, financièrement, émotionnellement, tout cela avait disparu. J'ai accepté le travail que Brian m'avait offert. Il m'a envoyé un texto un matin avec une date de début et une liste de documents d'intégration, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de changer la trajectoire de quelqu'un. Je les ai signés le jour même. Un meilleur salaire, moins de stress et personne ne me traitait comme une machine qui n'existait que pour résoudre ses problèmes. La famille d'Amanda l'a découvert, bien sûr, pas parce que j'avais dit quoi que ce soit. Je n'ai jamais aimé trop parler des victoires, mais parce que sa mère l'a appris d'Amanda et que cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans le reste d'entre eux. Son père nous a invités à dîner, a préparé des côtes et a ouvert une bouteille de vin qu'il réservait habituellement pour les fêtes. Au milieu du repas, il a levé son verre et a dit, à Oliver, pour savoir quand rester dans un combat et quand s'en aller. Tout le monde a trinqué, j'ai dit, merci. Et c'était tout. Pas de blagues, pas de critiques, pas de rappels maladroits de vieilles erreurs, juste des gens heureux pour moi. Ce même soir, après être rentré à la maison, je l'ai vu. Un appel manqué de ma mère, pas de message cette fois, juste un appel à 21h46, un numéro que je connaissais par cœur et dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Il est resté là sur mon écran comme une question à laquelle je ne voulais pas répondre. Puis, quelques jours plus tard, un message vocal. Ta cousine a dit que tu avais un nouveau travail. Je suis contente d'entendre ça, j'espère que tu es heureux. Nous sommes toujours là si tu veux revenir. Revenir, comme si tout ce que j'avais fait était de prendre une pause. Comme si ce qui s'était passé à Noël n'avait rien changé. Comme si des années à être traité comme un outil avec un portefeuille pouvaient être effacées avec un message de 5 secondes qui n'incluait pas le mot « désolé ». Je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas sauvegardé cette fois. Le prochain coup dur est arrivé en mai. Un SMS de Jack. C'était une capture d'écran d'un écran plat pour $399 en solde chez Best Buy. En dessous, juste une ligne, tu pourrais aider, tu sais. $400, ce n'est pas beaucoup pour quelqu'un comme toi. Pas de salutation, pas de contexte, pas même un faux semblant d'inquiétude fraternelle. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas soupiré, je n'ai rien ressenti. Je lui ai envoyé $1. Légende, encore trop. Il n'a jamais répondu. C'était la dernière fois que j'avais de ses nouvelles. Amanda et moi sommes retournés à la maison du lac ce week-end-là. Juste nous, pas de plan, pas d'horaire. Elle a apporté des livres, j'ai apporté du charbon de bois et de la viande. Nous avons fait des grillades, nous avons nagé, nous avons joué à de vieux jeux de cartes et nous avons parlé de rien jusqu'à ce que le soleil se couche. On aurait dit quelque chose tiré d'une vie que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Ce samedi soir, assis près du feu avec une couverture sur ses genoux et ses cheveux encore mouillés par le lac, elle m'a demandé, « Il te manque ?» J'y ai pensé plus longtemps que je ne m'y attendais. Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que j'ai finalement compris ce qu'elle demandait vraiment. J'ai dit, ce qui me manque,
c'est ce que j'espérais qu'il serait, mais cette version 2 n'existait pas. Je pense que j'étais juste trop près pour le voir. Elle a hoché la tête une fois. Bien. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté dehors près du feu. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait défiler les anciens messages une dernière fois, puis j'ai cliqué sur supprimer. Chaque numéro, chaque fil, même les contacts sauvegardés. Je ne voulais pas de la tentation, je ne voulais pas du poids. Il y a une ligne que tu franchis quand tu arrêtes de t'expliquer, quand tu arrêtes de défendre ton point de vue dans l'espoir que quelqu'un finisse par comprendre. Je n'étais plus en train de m'expliquer, je n'attendais plus d'excuses, je n'espérais plus qu'il change. J'avais changé, et c'était suffisant. Quand je suis venu me coucher, Amanda s'est retournée à moitié endormie et a dit « Tout va bien ». Je l'ai embrassée sur le front. « Oui », ai-je dit. « Tout va enfin bien. » Mise à jour. Une petite surprise qui m'a frappé plus fort que prévu. Donc, ça fait quelques mois que tout s'est passé. Je n'avais pas l'intention de publier autre chose. Je pensais que l'histoire se terminait là où elle devait se terminer. Rupture nette, nouveau travail, Amanda, sa famille m'adoptant officieusement et mon ancienne vie s'évanouissant dans le rétroviseur. Mais quelque chose s'est passé la semaine dernière qui m'a un peu perturbé. Amanda et moi étions chez ses parents pour un déjeuner décontracté le dimanche. Juste des sandwichs et de la limonade dans le jardin, rien d'extraordinaire. Sa mère a disparu à l'intérieur pendant quelques minutes, puis est revenue avec cette petite boîte en carton, comme le genre de boîte dans laquelle tu reçois des bijoux, mais un peu plus grande. Elle me l'a tendue et a dit, « Ce n'est rien de bien, juste quelque chose que nous avons trouvé quand nous nettoyions le grenier. » Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une vieille photo Polaroid de moi et d'Amanda prise lors de notre premier Thanksgiving chez sa famille. Je tenais une assiette en carton remplie de nourriture, en train de manger et d'avoir l'air confus et à moitié en train de rire. Amanda était à côté de moi, pointant quelque chose hors du cadre, riant tellement que ses yeux étaient fermés. Je me souvenais à peine qu'elle ait été prise. Sa mère a dit, « Nous l'avons gardée parce que c'est le jour où nous avons réalisé que tu étais à ta place. » Ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais, pas à cause de la photo, mais parce que quelqu'un avait pris le temps de se souvenir de ce moment, de m'encadrer dans un souvenir dont je ne savais même pas qu'il avait une signification. J'ai gardé la boîte, elle est sur l'étagère de notre salon maintenant, juste à côté d'une plante qu'Amanda jure ne pas être en train de mourir. Bref, je voulais juste dire que parfois la plus grande surprise n'est pas un événement dramatique, c'est juste quelqu'un qui te montre que tu as été vu, que tu as compté, tranquillement, sans rien attendre en retour.